Le programme de développement durable Agenda 2030, adopté par les 193 États membres de l'ONU, couvre l'intégralité des enjeux de développement dans tous les pays, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, la prospérité économique, l'agriculture et l'éducation. Le partenariat des actions vise la transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant la transition vers un développement durable. Parmi les 17 objectifs de développement durable, le 4e relatif à une éducation de qualité fait réfléchir la communauté éducative afin de veiller à ce que tous puissent suivre une éducation dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Former des citoyens plus critiques vis-à-vis de l'environnement naturel, social, économique et numérique demande des démarches formatives afin d'accompagner les mutations locales et globales et agir ainsi dans la construction de sociétés plus équitables. Proche de l'océan Atlantique, à l'entrée de l'estuaire et au confluent de l'Erdre et de la Loire, Nantes Université travaille en étroite collaboration avec les acteurs socio-économiques régionaux pour assurer une formation de qualité, la diffusion des connaissances, la création de valeur par la recherche et le transfert de technologies. Ayant à son actif plusieurs projets, Erasmus+, le projet TEDS accentue sa stratégie internationale, qui est celle de renforcer les liens de coopération institutionnelle, académique et de recherche avec les pays européens. Je suis Dora François, maître de conférence à Nantes Université en didactique de langues et cultures. Et je suis formatrice également à l'INSPE de Nantes, où je forme les futurs enseignants du premier degré à la didactique des langues. Je coordonne l'équipe nantaise du projet Erasmus+, TEDS. Les collègues qui ont participé de ce projet appartiennent tous au Centre de recherche en éducation de Nantes, CREN, et sont formateurs également à l'INSPE dans diverses disciplines et surtout en didactique. Toute la société doit être concernée par le développement durable. Nous sommes tous citoyens de la Terre. Il est impossible aujourd'hui d'ignorer l'impact humain sur la planète. Relatif au développement durable, dans mon domaine particulier, la didactique des langues, en tant que chercheuse, j'essaye de trouver des pistes pour une inclusion plus humaine dans les écoles et donc dans la société des enfants issus de l'immigration et notamment les réfugiés climatiques. Je m'appelle Bruno Lebouvier, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et je travaille en didactique sur les apprentissages par problématisation en EPS et sur les questions relatives à la formation des enseignants. A priori, mes questions de recherche sont assez éloignées du projet TEDS, que j'ai rejoint par curiosité scientifique et aussi sur des préoccupations éthiques et environnementales que je partageais avec le projet TEDS. Je suis Tanguy Philippe, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Je travaille sur les questions de sens et de représentation liées au corps, au sport, au contexte d'interculturalité et en formation des enseignants. J'ai rejoint le projet TEDS par sensibilité pour les questions interculturelles, les partenariats internationaux et pour penser la durabilité dans la formation des enseignants. Je vais parler brièvement du projet TEDS, acronyme en anglais de Teacher Education for Sustainability, Proposals for and from In-Service Teacher Education, ce qui signifie en français formation des enseignants au développement durable, propositions issues de la formation des enseignants et pour la formation des enseignants. L'objectif de ce projet est de contribuer à la formation des enseignants et des enseignantes, à l'éducation au développement durable dans différents pays européens. Cette démarche s'articule autour de la promotion des connaissances professionnelles sur le développement durable, à la fois en théorie et en pratique, dans les contextes de formation continue des enseignants et des enseignantes. La formation au développement durable au sein de TEDS comprend les dimensions suivantes: équité et solidarité sociale, diversité, dialogue et inclusion, ressources naturelles, environnement et technologie, économie et culture financière, tout cela pour former des citoyens plus éclairés et critiques, des sociétés plus durables et plus équitables. Le projet, qui s'achève après une durée de 3 ans, a impliqué un réseau d'enseignantes et d'enseignants, de formatrices et formateurs, de chercheuses et de chercheurs, d'équipes de 5 pays. Aveiro au Portugal, pilote du projet. Nantes en France, Helsinki en Finlande, Malte,
Kaunas, en Lituanie. Nous nous sommes appuyés sur un travail de collaboration entre des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation et des écoles. Ce consortium a analysé et catégorisé les connaissances produites sur le développement durable, analysé les représentations sociales des enseignants et des formateurs d'enseignants, développé des programmes de formation collaborative d'enseignants afin de développer les réseaux existants, développer et diffuser des études de cas sur la formation des enseignants au développement durable. Ce projet collaboratif a l'ambition d'être une contribution intellectuelle et pratique à la formation des enseignantes et des enseignants d'aujourd'hui et de demain. L'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, l'INSPE, est responsable de la formation initiale et continue des enseignants et contribue à la recherche de pratiques pédagogiques innovantes. Il prépare les professionnels de l'enseignement et de l'éducation à une expertise dans l'analyse des processus d'enseignement et d'apprentissage et les initie à la recherche en éducation dans une approche didactique. Je suis co-responsable du Master EEA, qui est un master de recherche en didactique destiné aux professionnels en activité. Inévitablement, les didacticiens que nous sommes sont questionnés par les évolutions des curriculums dans les programmes scolaires, c'est-à-dire questionnés par les éducations A, par la prise en charge des questions socialement vives ou par la prise en charge de problèmes flous, voire de problèmes pernicieux. La forme scolaire change et on s'interroge notamment sur la place des savoirs dans ces nouvelles orientations. Les étudiants EEA de notre master souhaitent parfois travailler ces questions nouvelles dans le cadre de la recherche en didactique qu'ils développent dans leur master. Ce que je veux souligner ici, c'est la contribution et la volonté de la recherche en didactique et de la formation des enseignants à examiner de manière critique la place des savoirs dans ces problématiques nouvelles. Je suis Anna Chalac, maître de conférences en sciences de l'éducation et spécifiquement en didactique DSVT à l'INSPE de Nantes. J'interviens essentiellement dans la formation des enseignants dans le second degré et en master recherche. Je m'appelle Carole Voisin et je suis docteur en sciences de l'éducation au CREN Nantes Université et actuellement chercheuse contractuelle à l'ENS de Rennes. Mes recherches portent sur les questions d'enseignement-apprentissage et de formation à la biodiversité, à l'éducation à l'environnement et au développement durable. Mais je m'intéresse aussi beaucoup aux questions de finalité éducative dans l'enseignement de ces notions. Dans mes travaux de thèse, j'ai cherché à montrer le potentiel, mais aussi les difficultés que les enseignants de l'école primaire rencontrent lorsqu'ils doivent concevoir et mettre en œuvre un projet d'enseignement. Ces difficultés sont importantes et variées, par exemple sur la transposition, sur la définition du savoir ou sur les approches pédagogiques. J'ai donc croisé dans mes travaux des éléments didactiques, épistémologiques et philosophiques, de façon à avoir une meilleure compréhension de la complexité d'une notion comme celle de biodiversité. Cela a permis de mettre en évidence un besoin important en formation initiale et continue sur ces objets spécifiques. Les membres de l'équipe nantaise ayant connaissance de mes travaux, ils m'ont proposé de collaborer avec eux sur ce projet que j'ai trouvé très intéressant et j'ai donc rejoint le projet TEDS assez rapidement. Céline Chauvigné, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, Nantes Université, dans une composante qui s'appelle INSPE. J'ai en charge la responsabilité de la mention encadrement éducatif, qui est une particularité française, puisque en France, dans le système, il y a une séparation entre l'instruction et l'éducation. D'un côté, les enseignants donc, transmettent les savoirs, et de l'autre côté, les conseillers principaux d'éducation ont en charge la sécurité des élèves, leur formation de citoyens, leur socialisation et le suivi de leur scolarité. Sur le plan de la recherche, en tant qu'enseignant-chercheur, je me suis toujours intéressée à ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, qui fait partie des éducations A, comme l'éducation au développement durable. Et j'anime dans ce cadre-là, depuis quelques années maintenant, un séminaire de recherche qui traite ces questions d'éducation A et de questions socialement vives, qui se charge donc de regarder de près la transmission des valeurs à l'école. Si on reprend le cas de l'éducation au développement durable, on a aujourd'hui ces questions autour du dérèglement climatique, autour du nucléaire, autour du glyphosate. Et donc on voit bien à travers ces sujets qu'il y a une certaine perniciosité plus grande. On parle de questions socialement vives parce que ce sont des questions qui sont vives dans la société. Il y a tout un tas de controverses autour de ces questions. Elles sont également vives parce qu'elles font appel à des savoirs de référence, donc différentes expertises, que ce soit des scientifiques ou autres,
Et puis, il y a également une vivacité parce qu'elles viennent bousculer les savoirs scolaires qui, traditionnellement, sont transmis de manière non discutée. Cette question d'éducation au développement durable est travaillée dans les différentes disciplines qui existent dans les cursus scolaires des élèves. Elle est également travaillée à l'intérieur des établissements, en dehors de la classe, avec un certain nombre d'expériences, des projets, des pratiques que l'on retrouve sous la direction de ce qu'on a appelé tout à l'heure le conseiller principal d'éducation. Je vais essayer pour ma part de vous expliquer très schématiquement l'intérêt de l'approche de l'apprentissage par problématisation, mais plutôt que de rentrer dans des détails techniques, je vais essayer de vous en montrer l'intérêt par quelques exemples. Si je vous présente une tomate et que je vous demande à quelle catégorie elle appartient, vous allez me dire que c'est un fruit. Et si je vous demande la même chose pour un haricot, vous me répondrez probablement que c'est un légume. Cependant, voilà, le concept de légume n'a aucune signification en biologie. Si on réfléchit sur ce qu'est une tomate, on sait qu'elle est formée à partir de la fécondation de la fleur et qu'elle contient des graines. Il s'agit donc bien d'un fruit. Mais le haricot, dans ce cas, si l'on considère qu'il provient aussi de la fécondation d'une fleur et comporte des graines, le haricot est donc un fruit. D'une façon générale, les légumes sont soit des fruits, soit des racines, soit des tubercules, soit des feuilles, soit des graines. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de légumes quand on cuisine, mais quand on est dans le cadre de la biologie, cela n'a pas de sens de parler de légumes car cela n'apporte aucune explication. Il ne suffit pas de savoir que la tomate est un fruit. Il faut aussi savoir pourquoi ça ne peut pas être autrement. Et maintenant, vous saurez pourquoi le haricot, tout comme la tomate, ne peuvent pas être autre chose qu'un fruit. Le premier point est donc qu'il ne suffit pas de cumuler des connaissances pour comprendre un phénomène. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte de travail de l'éducation au développement durable. Je prends souvent l'exemple d'une classe que j'accompagnais lors d'une sortie scolaire dans la campagne. Après avoir mangé une pomme, je jette le trognon dans un fossé et là, un petit garçon scandalisé me regarde et dit « Maîtresse, c'est pas bien, il ne faut pas jeter les déchets par terre. » Je lui demande pourquoi. Et il me répond « C'est pas bien, c'est tout, la maîtresse l'a dit en classe. » Et effectivement, ils avaient fait une séquence sur la question des déchets en éducation au développement durable. Donc dans ce même exemple, on peut constater là encore pourquoi il ne suffit pas de savoir que, il ne suffit pas de savoir qu'il ne faut pas jeter ces déchets par terre, mais il faut savoir pourquoi. Par exemple, on pourrait travailler sur la différence entre déchets organiques ou non, contexte urbain ou rural, parce qu'évidemment, jeter un trognon de pomme sur un trottoir en ville, ça fait désordre. Voilà donc pourquoi c'est important. Maintenant, qu'apporte la problématisation en particulier? La problématisation s'intéresse plus précisément à ce qu'on appelle la construction des problèmes. Souvent, en démarche d'investigation, on a tendance à se focaliser sur les solutions à un problème. Mais nous pensons que cette phase de construction des problèmes est d'autant plus importante dans le cadre des éducations A ou des questions socialement vives, car le savoir n'est pas toujours stabilisé, il y a des controverses, des incertitudes et pas de solution unique. Je vais prendre un dernier exemple, l'exemple du fauchage des bords de route. Il s'agit d'un projet qu'on avait mené dans une classe de primaire. Au départ, on peut par exemple leur proposer 2 photos d'un même paysage, avant et après fauchage. Alors évidemment, on ne va pas choisir le paysage au hasard. On va par exemple prendre une petite route de campagne avec un virage qui est caché par la végétation. Et on va choisir une photo qui présente une biodiversité plutôt esthétique avec des fleurs, des insectes, etc. On leur tend un piège. Je rappelle donc que je travaille essentiellement avec des élèves de l'école primaire. La première étape est de recueillir les représentations des élèves, leur conception sur la question. On pouvait leur demander quel paysage vous préférez et pourquoi. Beaucoup vont nous dire qu'ils préfèrent la photo avant fauchage puisqu'il y a des jolies petites fleurs, des papillons et qu'ils aiment bien tout ça. Mais dans ce cas, pourquoi fauche-t-on? Vous voyez que pour le moment, il n'y a pas vraiment encore de construction du problème, mais l'enquête a pourtant commencé. En allant interroger d'autres personnes, des adultes, les personnes chargées de faucher par exemple, on apprend alors qu'il y a un enjeu de sécurité, la visibilité pour les usagers de la route. Du coup, on peut déjà se sentir un peu coincé, parce que d'un côté, la sécurité c'est important, mais de l'autre, on aime vraiment beaucoup la diversité avec les fleurs. L'investigation va alors se poursuivre sur l'impact de ce fauchage sur la biodiversité. Et c'est là que les choses vont se compliquer, parce que beaucoup de paramètres vont entrer en jeu.
des savoirs de différentes dimensions. Par exemple, à quelle période ce fauchage est fait, ce qui est important pour la dispersion des graines, à quelle hauteur et à quelle fréquence ce fauchage est fait, ce qui est important pour les relations alimentaires autour des fleurs, par exemple. On se dit alors que la solution serait peut-être de faucher après le moment de dispersion des graines. Seulement voilà, en allant interroger des élus, ils nous expliquent que plusieurs communes ont un système de rotation sur le matériel et qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre sur le choix du créneau. Et c'est à ce moment qu'on peut dire qu'il y a construction du problème. On prend conscience d'un conflit entre des dimensions économiques, le matériel, le personnel, environnementales, la vie de la faune et de la flore, et sociales, sécurité des usagers et entretien de bord des routes. Cet exemple a permis de montrer, je l'espère, en quoi la construction du problème est ce qui permet de comprendre un enjeu environnemental dans sa complexité. Ce qu'on espère à travers ce travail, c'est que les élèves, puis les futurs citoyens, soient ainsi mieux armés pour s'emparer des questions environnementales actuelles, saisir les enjeux, identifier les points de controverse, les incertitudes éventuelles, pour réfléchir à différents scénarios, différents possibles, ou se forger une position qui ne soit pas la simple affirmation de la première opinion. Le défi éducatif de notre siècle demande une éducation qui va transcender tous les cloisonnements disciplinaires. Donc, dans cette perspective, il semble inévitable de former nos futurs enseignants à une transversalité. Nous devons être en mesure d'articuler recherche et formation dans une logique disciplinaire que dans une logique pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, et mettre en évidence deux éléments. La formation des enseignants s'appuie sur la recherche et la formation des enseignants initie à la recherche. Dans le cadre de la formation à la recherche de la didactique de langues et cultures, dans lequel je m'en sers moi-même, l'objectif formatif est de favoriser la circulation des savoirs entre recherche et formation et aussi la pratique professionnelle, afin notamment d'agir sur les représentations des étudiants. La didactique des langues se caractérise par un travail situé dans des environnements très diversifiés. Parmi ces environnements, certaines situations didactiques sont directement liées à la notion de diversité mise en évidence avec les mouvements migratoires. Quelles que soient les causes des mobilités, la diversité linguistique et culturelle est inscrite dans la société et par conséquent dans le contexte éducatif. Étant donné qu'il n'y a pas de frontières objectives entre les divers espaces, les enfants issus de la diversité évoluent au sein de leurs différentes langues et cultures. Leur accueil au sein de l'école est l'un des enjeux très importants du point de vue de l'inclusion, de l'intégrité identitaire de ces enfants et pour éviter les situations de rupture sociale, de rupture éducative et avec des effets nocifs d'exclusion, d'isolement et des décrochages. Les représentations qui sont encore d'actualité de développement durable étaient centrées sur l'écologie et l'économie depuis le 3e sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Le volet social a été formalisé. De ce fait, dans une réflexion plus systémique, la didactique de langues et cultures peut et doit s'insérer de manière transversale et contribuer à l'émergence du sens sur les valeurs de la diversité, cette diversité biologique, linguistique, culturelle, sociale, pour construire une société plus empathique, plus décentrée, plus respectueuse des autres et de soi-même. La notion de décentration mérite d'être abordée en formation et bien sûr en éducation, pour donner du sens à l'équité et à la solidarité sociale. Celle-ci visant une inclusion qui puisse générer l'égalité pour le bien-être des populations
et de l'environnement. Donc c'est dans cet esprit-là nous avons travaillé ici à Nantes sur l'adaptation d'une proposition de l'équipe de Portugal relevant de la thématique éducation au développement durable, diversité, dialogue et inclusion. Linda, elle a mené son travail de recherche sur la formation des enseignants débutants pendant son année de master, expertise enseignement-apprentissage à Nantes. J'ai dirigé son mémoire en collaboration avec Bruno Lebouvier qui a participé à la réflexion autour de la méthodologie de recherche. Linda s'est intéressée aux conditions qui permettent aux professeurs des écoles en formation initiale de problématiser l'EDD. Déjà, il est important de signaler que les travaux sur ces problématiques ne sont pas très nombreux. Elle a mis en place un dispositif de formation basé sur des constructions collectives de situations de classe et leur analyse. Après avoir construit des situations d'enseignement en lien avec le DD, les stagiaires les mettent en place dans les classes, recueillent des données en lien avec ces situations, des vidéos, des productions d'élèves, puis les analysent collectivement en formation. Les situations de classe ont été menées par les enseignants débutants avec des élèves de maternelle et d'élémentaire âgés de 5 à 9 ans. Ce travail de recherche lui a permis de dégager des repères intéressants pour la formation des enseignants. Elle a pu montrer que la problématisation des situations d'enseignement et d'apprentissage permet aux futurs enseignants de mieux cibler les enjeux de l'EDD dans leurs enseignements. Les logiques de transmission du savoir de certains stagiaires ont pu évoluer vers des logiques d'accompagnement des élèves. Je m'appelle Linda Chevreuil, je suis professeure des écoles, formatrice à l'INSPE, site de Laval. Je participe à la formation initiale des futurs enseignants du premier degré. Ils sont en première ou deuxième année du Master MEF. Quelle est l'origine de ta recherche sur la formation initiale des enseignants à l'EDD? À l'origine de mon travail de recherche, il y a les ajustements des programmes en juillet 2020. En effet, que l'on enseigne de la maternelle au collège, du cycle 1 au cycle 4, nous avons vu apparaître les enjeux de société contemporains que sont le changement climatique, la biodiversité et le développement durable dans différents domaines et disciplines des programmes. L'institution préconise de faire du lien entre les savoirs académiques et ces enjeux de société, mais concrètement, comment cela se répercute dans les classes et dans les écoles. Il y a un deuxième point, c'est également la mise en avant dans la nouvelle maquette de formation des valeurs de la République, des droits et devoirs du professeur du XXIe siècle, notamment à travers une nouvelle épreuve orale au concours de recrutement. Dans le cadre de ma mission de formatrice, je me suis donc intéressée à l'EDD, du point de vue des savoirs, mais aussi du point de vue de cette question socialement vive qui intègre l'école d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux exposer de manière brève le dispositif proposé? J'ai dans un premier temps constaté ce que les étudiants de première année connaissaient du développement durable et de l'éducation au développement durable, avant de mettre en pratique cet EDD avec un petit groupe de stagiaires de deuxième année à mi-temps dans leur classe. Il fallait qu'ils puissent concevoir et expérimenter dans une classe avant d'analyser en collectif. Ceci formant ce que j'ai appelé une boucle mise en œuvre pour un groupe de 15 stagiaires. Pour la seconde boucle, sous le même format, conception, mise en œuvre et analyse, seulement 2 volontaires ont participé. J'ai été accompagnée par mes lectures et la formation délivrée au cours de mon année de master, expertise, enseignement, apprentissage à Nantes. J'ai ainsi travaillé sur la problématique des difficultés rencontrées par les enseignants en formation initiale pour éduquer aux enjeux de société sur un public d'élèves de 5 à 9 ans. Quel sentiment ou message aimerais-tu adresser aux collègues qui souhaiteraient s'intéresser à ce type de formation? Que ce soit avec les élèves ou les étudiants se destinant à devenir professeurs des écoles, j'ai appris à ne pas chercher à inculquer des connaissances, mais bien à développer leur esprit critique. Leurs connaissances sont utiles, j'ai pu l'expérimenter cette année en travaillant avec un groupe sur la fresque du climat. Elles servent à faire du lien, à mieux appréhender les enjeux de société du XXIe siècle. J'ai espoir que les futurs professeurs des écoles qui s'engageront dans des projets peut-être ponctuels dans un premier temps, puis des projets plus ambitieux avec des partenaires, voire comme cela est arrivé l'an dernier avec l'une des 2 stagiaires participant à ma recherche, feront de leur école une nouvelle école labellisée.
À partir de toutes ces questions, j'ai conçu un questionnaire en ligne. J'ai profité d'un retour de stage en école primaire pour interroger individuellement les 80 étudiants de première année. L'analyse de leurs réponses montre des connaissances sur les dimensions environnementales du développement durable. Ils sont conscients des enjeux, ils associent l'EDD à l'EMC. Des travaux de recherche montrent les dérives possibles lors des situations d'enseignement-apprentissage en EDD. Prendre un rôle moralisateur à travers un cours de bonne manière, gommer la controverse, engager les élèves dans des débats stériles. C'est donc un groupe de 15 stagiaires qui se sont engagés dans la conception collective d'une situation d'enseignement-apprentissage en EDD qui sera mise en œuvre dans une classe, filmée, montrée sous forme d'un extrait et analysée en vue de l'améliorer et d'en tirer des généralités sur la didactisation de l'EDD. J'ai pris appui sur le cadre théorique de l'apprentissage par problématisation. Les différentes étapes ont été enregistrées, soit en vidéo, soit en audio, afin de faciliter le recueil de données. Le principe itératif des leçon studies était déjà connu par le groupe. Selon le contexte sanitaire de l'année 2020-2021, le choix pour une formation hybride, en cours d'analyse de pratique, a été décidé. Il a fallu intégrer, en plus de la thématique imposée autour des enjeux du développement durable, des outils numériques, Vialogue, permettant le travail à distance et la mutualisation. Pour forcer le groupe à problématiser l'EDD, 3 conditions ont été nécessaires. Le travail en collectif, le principe itératif sous forme de boucle, l'outil numérique Vialogue permettant de commenter les vidéos par écrit avec des interactions possibles au sein du groupe. Les 4 premières étapes constituent une boucle autour de la conception collective, mise en œuvre, analyse et amélioration en vue d'une seconde boucle. Le groupe prend appui sur la polyvalence du professeur des écoles pour travailler des thématiques à travers un débat ou une séquence en sciences du cycle 1 au cycle 2. À la fin de l'étape 2, les 4 projets font l'objet d'une mise en œuvre filmée. Un extrait est choisi par l'enseignant stagiaire et mis en ligne pour l'analyse. Le projet gaspillage dans une classe de grande section est celui que nous allons analyser à partir du schéma de Jean-Marc Lange, retravaillé selon les 3 critères, dimension du développement durable, la nature des savoirs et les actions. Quelques éléments retranscrits montrent une volonté de travailler avec les élèves pour les rendre acteurs, avec les familles et aussi certains principes des professeurs des écoles débutants. L'étape 3 est à distance. L'extrait vidéo est mis en ligne et soumis aux commentaires du groupe. Les données recueillies montrent des échanges, des questions qui favorisent des justifications argumentées qui seront utiles pour problématiser. À l'étape 4, en présentiel, les 4 membres du groupe doivent analyser la première situation en vue de dégager des pistes d'amélioration. Ils ont débattu à partir des premiers commentaires écrits qui constituaient les données à partir de faits visibles. Ces données sont mises en tension avec les conditions nécessaires sur les valeurs des jeunes professeurs des écoles afin de trouver des hypothèses sous forme de pistes de solutions pour la deuxième situation à concevoir. C'est ce qui est représenté par cette matrice, espace de problématisation, que chaque groupe devait compléter. Nous avons pour ce groupe extrait des problèmes d'ordre cognitif pour des élèves de 5 ans qui ne peuvent appréhender le coût économique du gaspillage, d'ordre pédagogique dans le sens où une piste évoquée est de réduire le nombre d'élèves afin qu'ils aient un temps de parole plus important. Des principes sont mis en valeur comme le poids des représentations initiales, de la culture familiale et des règles de vie de classe. À la fin de cette étape de problématisation, le groupe questionne ce que l'élève apprend et comment il apprend en EDD. Quel savoir en jeu sur le développement durable? L'idée de l'approche globale pour ici et ailleurs, aujourd'hui et demain, progresse en vue d'une éducation forte. À cette étape, il y a des interactions entre les pairs et les formateurs, qui obligent une analyse plus poussée, qui aide à comprendre l'importance des représentations initiales des élèves et des temps d'échange. Notre hypothèse est validée en partie étant donné que les situations produites et mises en œuvre montrent un enseignement non classique avec débat, confrontation des idées des élèves. La suite de la formation vise à transformer les pratiques, mais aussi les postures, car la recherche nous indique les 4 postures de Kelly possibles face aux éducations A. Se forger une posture ouverte où l'école est un espace démocratique, où les confrontations d'idées aident à grandir, où le professeur des écoles est l'accompagnateur de ces transformations vers un vouloir agir et pouvoir agir ne peut être l'aboutissement de cette formation. Cependant, nous pouvons semer quelques éléments qui germeront à l'avenir. Ainsi commence la seconde boucle de mise en œuvre et d'analyse individuelle avec l'originalité de croiser 2 pratiques, ce que nous verrons à l'étape 6. La deuxième situation d'enseignement-apprentissage questionne des élèves de 5 ans au mois de juin 2021 sur « Pourquoi les tomates du jardin ne poussent-elles pas en hiver ?» Les 6 élèves s'expriment à partir de leurs idées, de leurs connaissances, étant donné qu'ils ont fait pousser des fruits et légumes
dans le jardin pédagogique de la cour de l'école. L'analyse de la stagiaire est critique étant donné que les élèves n'ont pas réussi à donner tous les besoins qui permettent à la plante de se développer et de donner des fruits. Ils s'appuient sur le travail autour des fruits et légumes de saison, mais ne comprennent pas le problème d'en trouver quand même dans les magasins. Les 2 stagiaires ont 2 profils très différents. L'une travaille sous forme de projet anticipé depuis le mois de janvier, l'autre met en place des débats en EMC et a fait le choix de travailler sur « Faut-il protéger tous les animaux ?» avec sa classe de CE1-CE2. Chez moi, on veut tous les protéger, même s'ils sont méchants ou gentils. Ça fait pas la différence. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi, en fait. Enfin, il justifie pas. Oui, c'est vrai qu'il justifie pas. Au début, il justifiait dans le sens où juste le bien et le mal. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je sais pas si on l'entend ici, ils sont allés sur on peut tuer en fait pour se nourrir. Ah ouais. Tuer. Par exemple, les vaches, et les cochons, il nous faut de la viande, etc. Ouais. Cette notion. Je suis tout à fait d'accord avec Simon, parce que oui, il faut bien protéger les animaux, mais parfois on est obligé d'en tuer pour se nourrir, parce qu'on est obligé de manger de la viande, on va pas manger que des nouilles. Et puis, par exemple, les moustiques, les mouches, les araignées, parfois on est bien obligé de tuer, sinon ils vont envahir la maison. Ouais, tu peux rebondir sur l'équilibre alimentaire derrière. Ouais. Oui, c'est ça. À l'écoute de cet extrait, nous pouvons dire qu'il y a un respect de la pratique de l'une et de l'autre, avec des recherches d'amélioration. Les 2 stagiaires s'investissent dans cet exercice car ils y trouvent un intérêt mutuel. Les pistes de transformation sont jugées acceptables car issues de leur discussion argumentée. Un travail de réflexion est engagé sur une meilleure compréhension des phénomènes en jeu en EDD, nécessitant des compétences professionnelles telles que identifier les événements pertinents, raisonner pour les interpréter et envisager des remédiations synonymes de posture dynamique de transformation. L'analyse collective et vidéo est une plus-value à mettre en avant en formation initiale. Le travail d'Annelise Perrois, qui a fait un stage et a suivi également les séminaires de recherche liés à la didactique de langue, a accepté de travailler autour d'un objectif principal, c'est celui de déterminer si l'acquisition par les enfants des compétences du vivre ensemble permettrait de mieux accompagner ou accueillir les enfants en situation d'allophonie, c'est-à-dire les enfants issus de l'immigration et qui ne parlent pas encore la langue de l'école. Le but étant de conduire les élèves à créer du lien et à interagir davantage avec les élèves en situation d'allophonie. Le public concerné par cette recherche, c'est la classe de CM1, c'est-à-dire des enfants de 9 à 10 ans. Son travail est parti de la lecture et s'est construit autour d'un album de jeunesse en organisant 5 séances dans le but de savoir si les enfants font preuve d'empathie en s'identifiant au personnage de l'album, s'ils peuvent s'imaginer dans la même situation et s'ils peuvent proposer quelque chose pour pallier le mal-être ressenti par le personnage. Annelise a cherché également à comprendre si les enfants arrivent à développer des compétences afin de comprendre qu'il existe plusieurs et différentes langues et cultures dans le monde et qu'elles ont le droit de partager les espaces de manière équitable. Par ce travail, nous avons pu voir une transformation perceptible de manière à apprivoiser les enjeux de développement durable. Je parle de Annelise Perrois qui, au départ, pensait le développement durable simplement du point de vue écologique et économique. Or, elle a apprivoisé le sujet et elle a réussi à travailler autour du dialogue et de l'inclusion. Du point de vue des enfants, ils ont su montrer une certaine empathie par rapport au ressenti de quelqu'un qui arrivait dans la classe et ont pu de cette manière proposer diverses pistes pour faciliter son inclusion par le biais de l'aide et la construction aussi de panneaux facilitateurs pour la compréhension de l'école, comment elle fonctionnait, etc.
Le dispositif a mis les élèves dans une situation concrète vis-à-vis de l'histoire de Mariam qui devait quitter son pays pour des raisons climatiques et intégrer du coup un nouveau pays qu'elle ne connaissait pas et dont elle ne parlait pas la langue. Cette situation a été construite pour que justement ce soit concret et que ça corresponde aux capacités des élèves de compréhension, puisque à leur stade de développement cognitif, il est difficile pour eux d'être dans l'anticipation et dans l'hypothétique. On a pu remarquer qu'ils ont développé des compétences liées au respect d'autrui. Ils ont développé aussi des attitudes d'empathie envers autrui. Et ce sont des compétences clés du développement durable. L'essentiel de mes connaissances autour de la formation au développement durable a été orienté surtout vers les attentes des programmes scolaires qui sont notamment intégrés donc dans Questionner le monde, en EMC, en sciences et technologies et en géographie. Mais ma vision était limitée par mes expériences passées. J'ai eu des expériences professionnelles précédemment en agroalimentaire et en sciences, donc j'avais une vision du développement durable qui occultait le pilier social. Donc aujourd'hui, je peux dire que le travail qui a été mené en classe et donc ce dispositif m'a permis de faire des recherches qui ont ouvert en fait ma perception du développement durable, toutes ces questions sociales qui sont inhérentes et indissociables du développement durable, et donc j'ai pu développer donc ces savoirs et j'espère des savoir-faire qui ont permis aux élèves eux aussi d'être mieux formés au développement durable. Le plus important à partager avec mes collègues serait vraiment la vision de la formation au développement durable, le fait de ne pas forcément cloisonner chaque thématique, mais vraiment de fonctionner en mode projet et d'intégrer tout un tas de disciplines autres que le développement durable. Par exemple, là, dans notre dispositif, il y avait de la production d'écrits et c'était vraiment très très intéressant de faire un recueil de données en passant par la production d'écrits. Ça peut donner lieu à des projets pluridisciplinaires très intéressants, donc intégrer en plus des notions linguistiques et mettre un projet en place avec une classe dans un autre pays. C'est plein d'idées qui sont à développer et à mettre en place pour la formation au développement durable. Alors pour tous les collègues qui souhaiteraient donc se lancer dans une formation au développement durable, il faut y aller. On a tous notre vision du développement durable qui est plus ou moins orientée par notre formation de base déjà, peut-être par nos expériences, par ce qui se passe autour de nous, des événements de l'actualité également. Et ça permet de se recentrer sur vraiment ce qu'est le développement durable et vraiment de pouvoir mettre en place dans les classes des dispositifs efficaces qui génèrent l'adhésion des élèves. Et donc forcément, quand on a l'adhésion, ils peuvent développer des compétences plus aisément et c'est ce qu'on recherche. En guise de conclusion, je commencerai par rappeler qu'il existe une variété d'approches pédagogiques et didactiques pertinentes pour s'emparer de ces questions. S'il n'est ni possible ni souhaitable de réciter la bonne façon de faire, on peut pour autant se doter de quelques repères ou quelques points de vigilance. Les enseignements en éducation au développement durable se trouvent au carrefour de plusieurs difficultés. Du point de vue des finalités éducatives, il existe des tensions entre des visées émancipatrices de l'éducation, c'est-à-dire permettre aux futurs citoyens de se former tout en choisissant librement les fins dans lesquelles s'engager, et conformatrices, aller vers tel modèle, telle attitude déjà donnée. Or, je reprends les paroles de Roboul qui alertait en disant que là est la limite radicale de l'éducation, elle doit former sans conformer. Donc ça, c'est une première difficulté présente dans les manuels et propositions pédagogiques, même si c'est pour la bonne cause ou par rapport au climat d'urgence. Cela reste discutable. Ensuite, les savoirs en eux-mêmes. Ils sont complexes, multiréférentiels, c'est-à-dire qu'ils renvoient à plusieurs disciplines, des sciences dures comme les sciences humaines, mais aussi des pratiques sociales. Ils comportent des incertitudes et des controverses. Ça complique forcément le travail des enseignants et des didacticiens par ailleurs, mais c'est en même temps une formidable opportunité pour discuter de ce qu'est la science et de l'importance des sciences humaines par exemple. Il y a également des controverses au sujet de la meilleure façon de transposer ces savoirs en classe. Les didacticiens et les chercheurs en sciences de l'éducation ne sont pas d'accord. Certains soulignent qu'il est important de commencer par une entrée sur un problème local. D'autres montrent que les problèmes locaux ont tendance à être trop chauds
et qu'une approche globale permet de prendre en compte plus facilement d'autres points de vue que le sien. D'autres encore vont dire que ce n'est ni le local ni le global, mais le problème en question qui doit être judicieusement choisi. Il y a également des débats sur le type de savoir à viser, une compréhension éclairée des enjeux, une action militante, une sensibilité pour la nature, des connaissances scientifiques ou techniques. C'est pour montrer la complexité à laquelle font face les enseignants et appuyer le besoin de formation qui émerge de ces recherches. Les recherches telles que celles que nous venons de vous présenter essayent modestement d'avancer sur cette question. Ma contribution au projet TEDS m'a amené à m'investir particulièrement dans l'organisation du Multiplier Event, événement multiplicateur. Dans une période incertaine liée à la pandémie, nous avons opté pour un colloque hybride qui permet une participation en ligne ou en présentiel. L'enjeu de ce colloque était de permettre la diffusion des travaux réalisés par l'équipe TEDS lors des 2 années précédentes et en même temps de permettre leur enrichissement par la confrontation de ces travaux à la communauté scientifique, associative et professionnelle européenne qui s'intéresse aux questions de formation des enseignants à l'éducation et au développement durable. Par un appel à manifestation d'intérêt, nous avons sollicité les sociétés savantes, les associations, les chercheurs les plus pointus sur ces questions, et notamment nous avons sollicité l'aide du REUNIFED. Le REUNIFED, c'est le réseau universitaire de formation et d'éducation au développement durable. C'est une association dont les membres sont formateurs, chercheurs ou enseignants-chercheurs dans le supérieur, mais aussi praticiens de l'éducation et de la formation au développement durable dans l'enseignement scolaire. Notre Multiplier Event s'est déroulé sur 2 jours à Nantes au mois de juin 2022. Il a pris la forme d'activités diverses, des conférences, des tables rondes, dont une menée par l'équipe TEDS et une autre menée par l'association REUNIFED. Nous y avons ajouté des communications qui se sont réunies dans des ateliers thématiques. L'équipe TEDS m'a proposé de copiloter le conseil scientifique du colloque. Dans cet appel à communication, 3 axes ont été définis. Le premier axe concerne donc les curriculums. Il s'agit aussi de voir comment ces questions sont intégrées à l'intérieur des matières ou disciplines scolaires, de voir les processus, les supports didactiques qui sont mis à l'œuvre dans la scolarité des élèves tout au long de leur cursus. Il s'agit bien évidemment, à partir de ces analyses, de questionner les valeurs et les principes qui sous-tendent la mise en place d'un curriculum de formation dans le cadre de l'éducation au développement durable. Le deuxième axe souhaite faire la focale sur les difficultés que l'on rencontre dans ce type d'enseignement, comme je le disais dans mon introduction. C'est un matériau tout à fait nouveau dans la transmission des apprentissages dans le système éducatif. Et donc, il s'agit de voir quel type de difficultés, obstacles, contraintes, ressources cela occasionne dans la formation des enseignants et notamment des jeunes enseignants dans le cadre donc de l'EDD. L'enjeu principal est de parvenir à concevoir des dispositifs de formation qui permettent aux enseignants et aux éducateurs de concevoir et de mettre en œuvre l'éducation au développement durable. Il y a plusieurs objectifs et enjeux dans cette formation des enseignants et des CPE. Quels sont les types de difficultés? Quelles sont les formes que peuvent prendre cette éducation au développement durable? Quel public en particulier viser? Dans un troisième axe, nous avons essayé de proposer aux différents participants de regarder de près des pratiques prometteuses sous la houlette de l'ONU, et de voir un petit peu comment sont insérés les 17 objectifs du développement durable. L'idée derrière cette approche un petit peu novatrice, c'est de voir à travers les communications quelles sont les approches des différents pays sur ces expérimentations et d'analyser les outils pédagogiques qui sont utilisés dans les différents pays. Les travaux et les communications se sont avérés être de très bonne facture et ont donné lieu à des discussions très riches. Ils déboucheront sur la mise en ligne de conférences invitées, sur la publication d'un numéro spécial de la revue IST Éducation et sur la mise à disposition d'autres communications sur une plateforme en ligne.
Je me souviens que lors de la table ronde du colloque TEDS que nous avons organisé à Nantes en juin dernier, nous devions répondre à une question. Quel devrait être le profil des enseignants et des formateurs d'enseignants capables d'éduquer à la durabilité? Je ne pense pas qu'il y ait de profil. Je crois qu'il n'y a pas de prédisposition pour ça, mais que cela s'apprend. On appelle ça le postulat d'éducabilité. En France, le développement durable a trouvé sa place dans les programmes d'enseignement du primaire, du secondaire et même du supérieur. D'ailleurs, cela est souligné dans la feuille de route de la France au regard de l'agenda 2030. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut une politique à la hauteur des ambitions. Il ne suffit pas d'ajouter un peu plus les termes développement durable dans les programmes ou circulaires ou rapports si ça ne débouche pas sur des moyens. Les enseignants ont besoin de formation sur ces questions. Ils ont besoin de moyens pour mettre en place des projets interdisciplinaires, pour construire une vision élémentaire des problématiques, élémentaire dans le sens fort du terme. Les formateurs et enseignants-chercheurs ont besoin d'heures de formation sur ces questions-là. Le souci, c'est qu'on demande de faire toujours plus, avec pareil, voire moins, et ça c'est compliqué. Certains arrivent à mieux s'en sortir que d'autres, mais il faut une politique à la hauteur des ambitions et de l'importance des enjeux. Pour résumer, on peut dire qu'il semble important de s'emparer de quelques questionnements. Quels sont les problèmes et enjeux dans le contexte thématique visé? Ce qui impose d'explorer le contexte problématique pour identifier les différents points de vue, les controverses, les connaissances et inconnus, la diversité des échelles de temporalité et de spatialité. Quels sont les objectifs de savoir à cibler, de nature différente, des savoirs, des savoir-être, des pratiques, ce qui impose de réfléchir à une certaine interdisciplinarité et curricularité. Quels projets à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs d'apprentissage, ce qui impose de réfléchir à la fonction et à la forme de l'évaluation, par exemple, aux situations à privilégier, pour permettre l'implication des élèves dans un processus de questionnement et de prise en charge des controverses. L'éducation au développement durable demande une formation curriculaire et interdisciplinaire, mettant au travail valeurs et controverses. Étant donné que cette éducation manipule des concepts complexes et systémiques, touchant les divers domaines de l'activité humaine, qui vont de la préservation de la nature aux questions économiques et culturelles, et qui passent par les questions des communautés et des individus. L'objectif est celui de la construction d'un monde plus juste, plus inclusif et respectueux de tous et des environnements.